Ngamba ne comprenait plus rien. Clara, les mains sur la tête, pleurait à en fondre larmes. Assise dans la poussière de la cour, Amalia s'était jointe à elle. À chaque cri que poussaient les deux femmes, le corps d'Ngamba était parcouru de frissons. « Taisez-vous » tonna-t-il. « Taisez-vous. Pourquoi voulez-vous qu'un malheur tombe en ce beau jour où Meka a reçu une médaille du grand chef des Blancs ?» À ces mots, Clara redoubla ses cris. Elle se mit à rouler par terre comme une bille de bois. Elle se tirait les cheveux tout en essayant de cracher sur son propre visage. Le village était désert. On était à Doum pour aller voir le grand chef des Blancs dont la venue avait tenu tout le monde éveillé. Si Ngamba ne s'y était pas rendu, c'est que ses pieds avaient mal supporté le voyage et qu'il ne pouvait même pas se rendre derrière la case que sur le dos d'Amélia. Il était en train de somnoler quand elle vint lui parler. « J'entends une voix pleurer. On dirait la voix de Clara, » ajouta-t-elle en appliquant ses mains derrière les pavillons de ses oreilles. Amalia ne s'était pas trompée. C'était bien Clara qui venait en sanglotant à l'autre bout du village. « quelle femme! Quelle mère est plus malheureuse que moi! J'avais cru épouser un homme, un costaud, mon Dieu! Pourquoi j'ai épousé un derrière plein de... mes enfants, mes pauvres enfants! On vous a vendu comme Judas a vendu le Seigneur. Lui au moins, il avait fait pour des sous. L'homme qui a couché avec moi pour que je vous enfante n'a pas vendu cher ses gouttes de liquide. Vous valez tous les deux, mes pauvres petits, qu'une médaille. Quelle femme, quelle mère est plus malheureuse que moi? » reprenait-elle. « Tais-toi. Clara, aie pitié de moi, » suppliait Ngamba. « Je suis très malade. Je n'ai plus de ventre pour pleurer. » Sa voix se brisa à ces derniers mots. Amalia passa un bras autour du cou de Clara et l'autre lui en sécla la taille. Elle la traîna dans la case. Clara s'allongea au coin du feu. Amalia lui apporta un gobelet d'eau qu'elle but entre deux sanglots. Ngamba haussa les épaules et tourna le dos à Clara. Maintenant qu'elle était vide, Meka tournait et retournait dans sa grosse pomme la petite coupe de champagne que lui avait apporté le boy qui allait présenter un plateau aux quatre coins de la salle. Il l'avait vidé d'un trait, sans regarder les blancs de l'estrade qui tenaient leur verre à la main, tout comme ses congénères, fonctionnaires et chefs, qui avaient eu comme lui le privilège de boire le vin d'honneur au foyer africain. Quand le haut-commissaire donna le signal en portant la coupe à ses lèvres, il s'aperçut que Meka l'avait grillé de vitesse. Il se retourna vers M. Fauconnier. Il foudroya Meka du regard, mais celui-ci ne s'aperçut de rien. Meka essayait d'analyser la saveur de ce vin qu'il n'avait jamais bu de sa vie et qui pétillait jusque dans ses boyaux. À quoi cela pouvait-il bien ressembler? Il pensa à l'Eno, qu'il prenait dans un gobelet d'eau quand il avait trop mangé. Ce ne pouvait être cela. Le commandant ne pouvait faire cette farce, donner de l'Eno à tout le monde comme vin d'honneur. Mais à quoi comparer le goût du vin qu'il avait bu? S'il pétillait comme l'Eno, il n'avait pas exactement son goût. Meka se gratta l'oreille, voulut se pencher à celle de son voisin, mais, intimidé par les cuissons rouges de son dolman, n'en fit rien. Il s'étonna que les autres n'eussent pas, comme lui, vidé leur coupe de champagne sans reprendre haleine. Blanc et noir effleuraient à peine leur coupe des lèvres. Ils buvaient à petites gorgées, comme des oiseaux au bord d'un étang. Ah, comme ces blancs et ces fonctionnaires pouvaient-ils se dire des hommes? Voilà une gouttelette d'un petit vin de rien du tout les tenait en respect. Meka regarda le haut-commissaire.
Un petit sourire supérieur éra ses lèvres. Même le grand chef des Blancs se laissait avoir par ce petit vin. Lui, Mecca, il lui montrerait bien qu'il était le fils de l'homme. Il appela du doigt le boy qui se tenait au pied de l'estrade et lui tendit son verre. Le boy détourna la tête pour ne pas rire. Son métier lui en faisait voir décidément de toutes les couleurs. Comment ce paysan, sans chaussettes ni cravate, pouvait-il se permettre de se croire dans sa case au foyer africain et en présence du haut-commissaire? Mecca s'était soulevé à moitié de son banc, tout en tendant son verre vide au boy. Celui-ci lui avait répondu par un geste suivi d'une grimace que Mecca n'avait pas comprise. Il se leva. C'est à ce moment que son voisin lui tapota la cuisse. Mecca se rassit mécaniquement, racla sa gorge, d'embarras, puis se retourna vers lui. Celui-ci se pencha et Mecca tressaillit en sentant son souffle chaud à l'oreille. Du calme, que diable! Laisse faire, lui murmura son voisin. Nous allons mettre ces blancs au pied du mur. Ils ont invité de grands connaisseurs comme nous. Et regarde les verres qu'ils nous donnent. Moi, je ne crois pas qu'ils puissent nous saouler. Il se mit à rire en sourdine. Mecca rit aussi. Ah, attendons, reprit son interlocuteur. Attendons. Il vida sa coupe et se passa la langue sur les lèvres. Moi-même, Mecca. Mecca commença le mari de Kalara en se penchant à son tour vers son voisin. J'ai toujours vu de ces choses. L'interprète m'a bien dit qu'on venait ici pour boire. Maintenant qu'on nous a distribué ces petits calices, est-ce que nous allons dire la messe? Les deux hommes se mirent encore à rire. Le boy repassa avec une autre bouteille devant la rangée de Mecca. Quand il voulut remplir sa coupe, Mecca cacha son verre derrière son dos. Si vous n'avez rien d'autre, lui dit-il, je préfère m'en aller. J'ai le ventre assez ballonné comme ça. Il rôta. Le boy haussa les épaules et passa au suivant. Mecca posa son verre en équilibre sur sa tête. Le boy, complètement affolé, revint vers lui. Ne fais pas ça, lui chuchota-t-il. Qu'est-ce que tu veux que les Blancs disent? Tu veux leur faire savoir que je n'étais rien donné. Mon garçon, lui répondit Mecca. Le vin qui est derrière la porte où tu apparais de temps en temps avec les bouteilles ne t'appartient pas. C'est le vin des Blancs, n'est-ce pas? Yeah! Chuchotèrent tous ceux qui étaient à proximité de Mecca. Ah, apporte-nous du whisky, continua Mecca. Le commandant ne te mangera pas. Je ne suis pas responsable, dit le boy en regardant autour de lui. Je ne suis pas responsable. Il fit demi-tour et traversa la salle avec la bouteille de champagne à demi entamée. Quelques instants plus tard, il réapparut avec 2 bouteilles que Mecca reconnut de loin. Ceux des indigènes qui tenaient encore leur coupe pleine la vidèrent sous leur siège. Le boy déboucha une bouteille et remplit la coupe que lui tendait Mecca. Un large sourire sur les lèvres. Quand elle fut pleine, Mecca agita sa tête en arrière et d'un mouvement sec vida le tout au fond de sa bouche. Puis, il tendit à nouveau la coupe vide au boy qui la remplit aussitôt. « Maintenant tu peux sortir les autres », dit Mecca en faisant une grimace. Il se retourna vers son voisin qui, à son tour, présentait sa coupe. Mecca lui donna un coup de coude. L'autre haussa les sourcils, puis, retroussant ses lèvres, se mit à aspirer le contenu de sa coupe. « Je me sens revivre », lui dit Mecca entre 2 mots. « Ah, Tara, moi aussi », lui répondit son voisin.
Je commence à croire que nous boirons le vin des Blancs. Je commence à en avoir l'impression qu'on le boira. » Ils se mirent à rire. Monsieur Fauconnier avait recommandé au boy qui servait le vin d'honneur aux notabilités indigènes de commencer par le champagne et d'aller doucement. Il leur avait répété à plusieurs reprises de ne servir du whisky que lorsqu'il n'y aurait plus ni vin mousseux ni vin rouge. Maintenant que les boys servaient du whisky au noir, son visage était tellement rouge qu'on eût cru qu'un incendie était allumé dans son crâne. Il s'efforçait d'être tout oreille aux propos que lui tenait le haut-commissaire, mais de temps en temps, son regard suivait les boys qui n'osaient plus aller servir à l'estrade. Les Blancs n'avaient été servis qu'à la première tournée. Toutes les bouteilles se vidaient maintenant dans les coupes des indigènes qui étaient devenus très exubérants. Quand les boys revenaient du groupe des indigènes, ils n'osaient regarder du côté de l'estrade en traversant la salle. Ils sentaient néanmoins les yeux de Monsieur Fauconnier sur leur nuque. Après tout, se disait-il, le mal est fait. Pêchons jusqu'au bout. Meucas était aux anges. 1000 petits feux s'allumaient dans son corps et lui apportaient un bien-être infini. Il flottait dans les nuages et la terre était blanche et immaculée à ses pieds. Que Lara conduisait une voiture pleine de chaussures sur l'empreinte desquelles elle avait percé de petites fenêtres brodées d'or au niveau des petits orteils de Meucas. Il avait invité le haut-commissaire à manger le bouc que lui avait apporté Ngamba et tous les deux plongeaient la main dans le plat. Le whisky coulait par les trous du raffia, du toit et pénétrait par tous les orifices de son corps. Il était bien. Le père Vendémaillard, transformé en gros chien noir, attendait sagement près de la porte que Meucas lui jeta les os. Le bras de Meucas devint si long qu'il éloigna l'animal en lui donnant un grand coup de poing. Meucas sentit qu'on lui saisissait la main. Il voulut d'abord se débattre, puis se calma et ouvrit les yeux. « Tu m'as fait peur !» lui chuchota son voisin en lui montrant le haut-commissaire qui terminait un discours. Meucas, interloqué, se mit à applaudir avant tout le monde. Il voulut se lever. On le retint par le pan de sa veste. « Et qui, attends que l'interprète finisse de nous traduire ce que a dit le chef des Blancs. » Meucas appuya sa tête contre celle de son voisin. Celui-ci lui passa la main sur le dos. Au pied de l'estrade, l'interprète, tout en pétrissant ses doigts, traduisait en vema le dialecte le plus parlé de Doum, ce qu'avait dit le haut-commissaire. Le grand chef dit qu'il est content de se trouver parmi vous, qu'il dit merci pour le bon accueil que vous lui avez fait. Puis il a parlé de la guerre que vous avez faite ensemble contre les autres blancs de chez lui. Et il a terminé en disant que nous sommes plus que ses amis, nous sommes comme des frères, quelque chose comme cela. Tout le monde se mit à applaudir. L'interprète rejoignit sa place. Meucas, comme par un ressort, se leva de son banc et fit un pas en titubant. Il repoussa la main de son voisin qui voulait le retenir. Une rumeur montant du groupe des Noirs. Monsieur Fauconnier réprima un mouvement d'impatience et parla à son adjoint qui regarda, atterré, Meucas s'avancer au pied de l'estrade. Le haut-commissaire, amusé, l'encouragea d'un signe de tête, puis se pencha vers Monsieur Fauconnier. Le père Vendémaillard le parla bas, puis vint auprès de Meucas. Les revers des mains de ce dernier l'éloignèrent avec un ensemble parfait. Le missionnaire devint écarlate au milieu de la salle. Meucas se mit à rire tout haut. Tous les Noirs l'imitèrent. Monsieur Fauconnier se pencha par-dessus la table de l'estrade et parla au prêtre qui retourna à sa place. Monsieur Fauconnier s'épongea le visage, s'inclina vers le haut-commissaire et appela l'interprète. Je voulais dire quelque chose.
Quelques paroles au grand chef des Blancs, dit Meka en Vemba. L'interprète traduisit. Le haut-commissaire sourit et parla à l'interprète. Le grand chef dit qu'il est très content de t'entendre, traduisit l'interprète. Meka remonta son pantalon et se passa la langue sur les lèvres. Il parla longtemps, tout en regardant tour à tour le haut-commissaire et l'interprète. Quand il eut terminé, l'interprète traduisit. Meka regrette de prononcer les paroles suivantes après quelques verres de vin. Mais il y a un proverbe qui dit « Si tu veux savoir ce qu'un ami pense de toi, bois quelques gobelets avec lui. » Tous les blancs remuèrent. Monsieur Fauconnier s'épongea le visage. Le dessous du menton du haut-commissaire se gonfla et se dégonfla. L'interprète reprit. Meka demande si vous pouvez venir manger avec lui le bouc que son beau-frère lui a apporté pour célébrer la médaille que vous lui avez donnée. Il le dit parce que depuis que les Blancs sont ici, il n'a jamais vu un Blanc inviter un indigène, ni un indigène inviter un Blanc. Étant donné qu'ils sont maintenant des amis, ou plus que cela, comme le grand chef l'a dit, il faut bien que quelqu'un commence. Le haut-commissaire et son adjoint applaudirent les premiers. Les autres Blancs les imitèrent. Le haut-commissaire pinça le bout de son nez entre le pouce et l'index. Il se leva. Monsieur Fauconnier recula sa chaise. Le silence fut complet dans la salle. L'interprète, immobile au milieu de la salle, buvait les paroles du haut-commissaire. Meka, qui avait regagné tant bien que mal sa place, voyait le haut-commissaire ondoyer au-dessus de l'estrade. Tout son corps semblait accablé par le poids du dessous de son menton. Il parlait lentement, posément, comme si chaque mot qu'il disait était le dernier. Quand il termina, les Blancs applaudirent, puis les Noirs les imitèrent. Quand le silence revint, l'interprète traduisit les paroles du haut-commissaire en Vema, tout en regardant Meka. Le grand chef des Blancs est évanoui de plaisir pour l'invitation que tu lui as faite. Il mange ton bouc en pensée et pleure de ne pouvoir venir le manger avec toi dans ta case parce qu'il s'en va. Mais lui, il t'invite à manger avec lui pour une autre fois. Et cette promesse est le commencement d'une saison nouvelle, quelque chose comme ça. Les Noirs applaudirent et les Blancs les imitèrent à leur tour. Les Noirs applaudirent et les Blancs les imitèrent à leur tour. Les indigènes appréciaient le discours en dodelinant de la tête. Tous les regards allaient vers Meka, à qui chacun faisait son plus beau sourire. Ses compatriotes les plus enthousiastes traversaient la salle avec une drôle d'image et venaient lui serrer la main. « Tu es quelqu'un » lui disait-il. « Tu as dit ce que nous pensions. Tu es le propre sang de ton valeureux père. Nous comptons tous sur toi, Adou. » Meka écoutait tous ces compliments, la tête penchée sur l'épaule de son voisin. Il lui semblait qu'il avait passé des années sans dormir et que tout le sommeil perdu pendant ce temps s'était abattu sur ses yeux. Il pensait à son lit à côté du foyer de Clara. Il se vit couché sur le dos comme à l'habitude, l'avant-bras gauche posé sur son front. Puis, ce fut la descente, une descente dans un gouffre sans fond où le miel tomba sur sa langue. Puis, plus rien. Meka ronfla. Lorsque M. Fauconnier vit que l'atmosphère devenait on ne peut plus agiter au foyer africain, il s'inclina vers le haut-commissaire. Celui-ci se leva le premier. Tous les Blancs de l'estrade l'imitèrent. M. Fauconnier appela l'interprète et lui parla longuement. Les Blancs s'en allèrent par la porte qui s'ouvrait derrière eux, ce qui leur évita de passer parmi les Noirs au fond de la salle. L'interprète battit des mains pour demander le silence. Il l'obtint difficilement, puis, joignant les mains, il parla à ses congénères. « Le commandant m'a chargé de vous dire
que le grand chef est fatigué. Parce qu'il mange beaucoup, blagua quelqu'un. Un grand éclat de rire couvrit la voix de l'interprète qui s'emporta. « Quelle espèce d'homme êtes-vous » tonna-t-il. « Je vous le demande. » Cette question rétablit le silence. L'interprète exploita à fond sa victoire. « Je vous demande quels hommes vous êtes. Si vos ancêtres vous voyaient dans l'état où vous êtes devant ces hommes, d'au-delà des mers, que penseraient-ils? Et vous me faites honte. » Ces derniers mots se perdirent dans une rumeur. Les notabilités s'étaient divisées en deux camps. Ceux qui voulaient continuer à entendre l'interprète et ceux qui lui criaient de se taire. On s'en prenait au pauvre fonctionnaire. Qu'est-ce qu'il se croyait, ce petit-fils de Pygmée? Depuis quand les esclaves imposaient-ils silence au prince? Les Blancs avaient bouleversé les traditions dans ce pays. Voilà qu'un rien du tout se permettait d'imposer le silence au roi. L'interprète, baigné de sueur au milieu de la salle, encaissait ses propos. Il fit un geste vague, comme pour l'implorer, le pardon et le silence, mais cela finit par exaspérer les notables. Quelqu'un suggéra qu'on le pente pour rire. L'interprète ne demanda pas son reste. Il s'enfuit par la porte de derrière l'estrade aux énormes éclats de rire de l'assistance. Un grand gaillard prit sa place. « Mes seigneurs » commença-t-il en vidant son verre. « Mes seigneurs » L'interpellation, flattant l'amour-propre de chacun des buveurs, rétablit le silence. « Mes seigneurs » continua le grand gaillard. « C'est un seigneur qui vous parle. Le seigneur des Écans. Le fils du grand Akoma. » Tout le monde applaudit. « Maintenant, nous pouvons nous taire » se répétaient les notabilités. « Nos oreilles ne souffriront plus des paroles d'un esclave, d'un chien d'esclave. » Oui, mes seigneurs, reprit le gaillard des Écans. Je vous prie d'oublier les paroles de l'esclave de tout à l'heure. Oubliez, cria l'assistance. Oubliez. Je vous reconnais là, dit encore le gaillard. Yeah, vociféra l'assistance. Le calme redevint complet. Je ne comprends même pas que l'esclave ait pu se demander quel genre d'homme nous sommes, reprit en riant le gaillard qui semblait se tenir à grand-peine sur ses pieds, comme s'il se fût tenu sur l'un des pôles d'une sphère mobile. Nous sommes des seigneurs, vociféra-t-il. Yeah, répondit chaudement l'assistance des seigneurs et des vrais. Dans cette réunion, continua l'orateur, je n'ai entendu qu'une seule parole digne d'entrer dans les oreilles des hommes. C'est la parole du seigneur Meka. Yeah, approuva brillamment l'assistance tout en appuyant ce cri d'un mouvement sec de la tête. Comment l'esclave a-t-il pu nous demander quel genre d'homme nous sommes? Voulait-il que nous cessions d'être nous-mêmes, comme lui, parce que nous étions devant les Blancs? L'assistance applaudit. Je ne comprends pas, poursuivit l'orateur. Tous les Blancs, comme leur grand chef, disent que nous sommes plus que des amis. Mais qui de vous a rencontré la main d'un Blanc dans un même plat de nourriture? Personne, 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 et vociféra l'assistance. Ils disent tous le grand chef. Et quand un Blanc promet quelque chose, surtout quand il porte des galons, comme le grand chef. Ah, il vaut mieux ne plus y penser. Ne plus y penser, reprit l'assistance en chœur. On connaît ces promesses-là. Aka, ce sont des paroles de Meka que j'ai développées là, termina l'orateur en rejoignant sa place. Ce que tu as dit a du poids, répondit l'assistance. Meka est la sagesse en personne. Où est-il?
demanda quelqu'un. Ah, laisse-le reposer, répondit le voisin de Mecca qui l'entourait comme un enfant. Mecca, la tête appuyée contre son épaule, dormait la bouche ouverte, ses longs bras pendant comme deux lianes de chaque côté du banc jusqu'au ras du sol. Son voisin lui passa la main sur la tête avec gravité, comme s'il touchait une relique. Mecca remua son nez comme un lapin et enfonça sa tête plus profondément dans le creux de l'épaule de son voisin. Celui-ci, comme illuminé, ferma les yeux. Les orateurs se succédèrent au pied de l'estrade. Personne n'était content. Ces blancs exagéraient. En quoi pouvaient-ils dire qu'ils étaient plus que des frères pour les indigènes? Le haut-commissaire et tous les blancs français de Doum étaient assis sur l'estrade avec les Grecs, ceux-là même qui ont empêché les Noirs d'être riches. Aucun indigène n'était sur l'estrade avec eux. Ils n'avaient causé entre amis avec aucun indigène. Tout avait été public. Comment pouvait-on parler d'amitié si on ne pouvait causer avec le haut-commissaire qu'en parlant comme au tribunal? Ces blancs étaient de drôles de gens. Ils ne savaient même pas mentir. Ils voulaient que les indigènes les croient. Bien sûr qu'ils avaient construit des routes, des hôpitaux, des villes. Mais personne parmi les indigènes n'avait de voiture. Et puis, de ces hôpitaux on sortait souvent les pieds devant. Quant aux maisons, c'était pour eux-mêmes. L'amitié ne pouvait-elle se fonder que sur le vin d'honneur? Et même en buvant ce vin, les blancs choquaient leurs verres entre eux. Où était donc cette amitié? Une voiture s'arrêta dans la cour avec un grand crissement de frein. Des brodequins, sautant à terre, faisaient un bruit de pluie de pierres sur du gravier. Gosier d'oiseaux et ses hommes, cria quelqu'un. La panique devint générale dans la salle. Des bouteilles furent renversées, des verres cassés. On se disputait des casques et des képis qu'on confondait avec ceux des voisins. Des gardes entrèrent dans la salle et Gosier d'oiseau s'encadra dans la porte. Il parla au sergent des gardes qui s'adressa ensuite aux notabilités. Gosier d'oiseau. Puis se ravissant. Le commissaire dit que la fête est terminée. Vous avez assez bu comme ça. Il n'a pas de temps à perdre et vous dit de foutre le camp. Sinon... Les indigènes se regardèrent. Ce n'était même pas l'étonnement qui se lisait dans leurs yeux. Ils n'en étaient plus à ce stade-là. Ils connaissaient Gosier d'oiseau depuis 5 ans. Mais ils se demandaient à quoi ils voulaient en venir en ce jour de 14 juillet où le commandant leur avait offert à boire. Ils sortaient du foyer africain, le casque sous le bras, sans un dernier regard sur cette baraque de tôle où l'on venait de leur faire des discours sur l'amitié. Monsieur Vannery, Gosier d'oiseau, n'ayant rencontré aucune difficulté pour faire évacuer la salle, jugea inutile d'inspecter les bancs, ferma la porte et s'en alla avec ses hommes. Les notabilités indigènes avaient retrouvé la parole après le départ du commissaire. Ils discutèrent longtemps, par petits groupes sur la route, puis se disséminèrent à travers les 1000 pistes qui conduisent au quartier indigène. Personne n'avait pensé à Mecca. Quand on avait annoncé Gosier d'oiseau, le voisin de Mecca, complètement affolé, l'avait éjecté au milieu de la salle. Mais comme il s'y trouvait un attroupement, Mecca fut renvoyé comme une balle à son bond. Il s'y était étendu mécaniquement, sans pousser un grognement. Et ses pieds, n'y rencontrant plus de fesses obstacles, s'allongèrent. Il dormait, baignant de sueur dans cette baraque dont la tôle craquait comme des grains de maïs sur la canicule de fin de saison sèche. Il était couché sur son côté gauche, le bras flottant au ras du sol. La médaille avait glissé au creux de son aisselle, et les mouvements inconscients qu'il faisait la décrochaient petit à petit. Il ronflait comme une jeune panthère, tout en faisant claquer ses dents. Ils dormèrent ce sommeil que l'on appelle dans les villages
le sommeil mort. Après le vin d'honneur, tous les Européens s'étaient retrouvés au cercle européen, chez M. Pépignakis, qui y traînait sa légion d'honneur. C'est chez lui que M. Fauconnier, célibataire sans courage, avait organisé la réception du haut-commissaire. Le cercle européen était une bâtisse sans style, l'un de ces édifices qu'on ne rencontre qu'aux colonies. Il trônait au rond-point du centre commercial, du marché, de l'école, de l'hôpital. Monsieur Pépignakis, économe par mesquinerie, l'avait fait peindre en ocrin, la couleur de la poussière tenace de Doum. On y accédait par un seau au-dessus de la rigole poubelle que nettoyait de temps en temps l'eau du ruissellement. À la veille de l'arrivée du haut-commissaire, Gosier d'Oiseau avait suivi lui-même les travaux de réfection qui effectuaient la main-d'œuvre pénale. On avait posé des palmes partout. Des guirlandes de fleurs sauvages pendaient du plafond de bambou que cachait un grand drapeau tricolore en papier. Les boys avaient été équipés de blanc. Et Madame de Montronty, la seule buveuse de thé de la ville, avait parfait leur révérence pendant toute une journée. Le haut-commissaire, en attendant le pittoresque des fêtes indigènes dans l'après-midi, retrouva au cercle européen l'ambiance européenne inespérée dans ce coin de la brousse.